Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir de façon assez clairsemée, c'est un petit peu surréaliste, mais bon, ça n'empêche pas que je suis ravi de vous accueillir ici et de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année qui commence et qui j'espère se terminera dans une ambiance un petit peu différente que celle qui préside à ses débuts. Alors nous allons parler ce soir de l'Agence française anticorruption et je vais tenir donc quelques propos introductifs. Alors par décret du président de la République du 17 mars 2017, vous êtes nommé, Monsieur Duchesne, directeur de l'Agence française anticorruption. C'est le début de la fin. Votre nomination n'est pas véritablement un hasard, car vous êtes spécialiste des investigations financières. Vous avez notamment, en effet, travaillé comme juge d'instruction à Marseille, territoire qui peut être un accélérateur d'expérience. Enfin, parce que vous avez dirigé l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, plus connue sous son acronyme d'AGRASC, et qui organise à échéance régulière la vente notamment de voitures spectaculaires confisquées à des auteurs de trafic. L'Agence française anticorruption a plusieurs fonctions. Action de formation et sensibilisation auprès d'acteurs publics et privés. Elle apporte son appui à ces acteurs et à leurs demandes en vue de la mise en œuvre de leur dispositif anticorruption. Elle contrôle aussi l'efficacité des dispositifs mis en place par les mêmes acteurs. Alors bien sûr, viennent les questions naturelles. Quels acteurs, quelles recommandations, quels contrôles, quelles obligations et aussi quelles sanctions. Ces questions sont évidemment non seulement intéressantes, mais légitimes. Selon moi, néanmoins, il y en a d'autres qui se situent peut-être en amont. Pourquoi la création d'une agence française anticorruption? S'agit-il de moraliser la vie publique et ou celle des affaires, ou peut-être les deux? D'un point de vue international, la création d'une telle agence revient-elle à se tirer une balle dans le pied dans le contexte d'un monde où l'on a le sentiment que l'état de droit recule pour faire place à un nationalisme renouvelé? Autrement dit, être plus blanc que blanc est-il en soi un but légitime, quelles qu'en puissent être les conséquences? Ou au contraire, le respect des principes parfaitement respectables qui sous-tendent l'agence devient-il un avantage compétitif dans un monde à la recherche de règles communes? Deuxième question, mais qui tient davantage, monsieur le directeur, à votre pratique, l'agence est-elle avant tout un censeur, ou plutôt, devrais-je dire aussi, un conseil, voire une aide pour les acteurs confrontés à des choix compliqués qu'on imagine? Autrement dit, au-delà des aspects pratiques et juridiques mis en œuvre par l'Agence française anticorruption, pourriez-vous, monsieur le directeur, évoquer au fond le sens de votre engagement et la façon dont vous lui donnez corps? Pour contribuer à la compréhension globale du sujet, deux autres personnes interviendront au cours de ce débat. D'abord, monsieur Damien Gougaud, qui est directeur juridique risque et conformité, qui est un titre bien connu aujourd'hui, du groupe De Mathieu Hébard Group, qui est un acteur majeur de la construction et de l'immobilier. Ensuite, maître Frédéric Lalance, qui est, comme chacun sait, avocat au barreau de Paris et qui, bien sûr, est particulièrement passionné par le respect des obligations et celui de la défense des droits. Voilà donc les thèmes qui peut-être vont nous occuper, monsieur le Président. Je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Merci vivement de nous accueillir à nouveau dans votre belle salle de commerce de Paris, même si nous sommes majoritairement en distanciel plutôt qu'en présentiel situation. Dans quel sens je dois le prendre? J'ai noté la référence à une ville qui m'est chère, et je ne sais si cette référence était un coup de griffe ou un coup de projecteur.
projecteur, mais je le prends comme un coup de projecteur et je vous en remercie. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, nous sommes ici pour parler donc de l'Agence française anticorruption et avec la personne qui est on ne peut plus placée pour nous en parler, son directeur, M. Charles Duchesne, que je remercie à nouveau très vivement d'avoir bien voulu accepter de se déplacer parmi nous malgré son emploi du temps particulièrement chargé pour évoquer toutes ces questions. Et nous avons donc, comme vous l'avez précisé, Monsieur le Président, deux autres interlocuteurs qui sont là pour animer le débat en la personne de Damien Boubeau et de Frédéric Lallance. Juste un mot très bref pour resituer les choses et la date de la création de l'Agence française anticorruption. Puisque si je me trompe, monsieur le directeur c'est en l'état de la loi Sapin 2 que l'Agence française anticorruption a été portée, si je puis dire, sur les fonds baptismaux. Puisque au travers de la loi Sapin 2, par laquelle il était décidé que la France dote d'outils innovants permettant de détecter, prévenir et sanctionner efficacement la corruption et les atteintes à la probité, a été instaurée non seulement la création de l'Agence française anticorruption, mais un certain nombre de mesures ont été prises dans le même sens. La loi, je le rappelle, avait pour ambition de répondre aux aspirations des Français quant à la transparence, à l'éthique et à la justice en matière économique. Pour reprendre les propos de Michel Sapin à l'époque, l'éthique doit être la boussole de la voie publique et économique, disait Michel Sapin, pour qui ce texte, sa loi, contribuera à faire de notre pays une démocratie moderne assise sur des valeurs et non une démocratie du soupçon. Il contribuera à construire pour notre pays une économie au service de tous et à éliminer une finance débridée au service de la corruption et de la spéculation. Et la loi est basée sur 3 piliers, dont on n'évoquera simplement qu'une partie ce soir. Les 3 piliers étant 1. Instaurer plus de transparence dans le processus d'élaboration des décisions publiques et de la vie économique. 2. Mieux agir contre la corruption, notamment à l'international, avec des volets préventifs et répressifs. 3. Moderniser la vie économique tout en assurant la protection des épargnants et des investisseurs. Ainsi donc, dans le droit fil de la loi Sapin, les objectifs, notamment de renforcer la transparence, avec le souci détaillé d'instaurer des règles déontologiques pour les représentants d'intérêt, de protéger les lanceurs d'alerte, de mettre en œuvre un compte-rendu rendu par pays public, faire la transparence sur la rémunération des dirigeants d'entreprise, mieux réguler et améliorer la transparence dans les secteurs agricoles et agroalimentaires. Et puis, le volet qui nous mobilise ce soir, renforcer l'arsenal des répressifs pour mieux agir contre la corruption. Alors avec une série de mesures, la création de l'AFA, qui aura pour mission d'élaborer des recommandations destinées à aider les entreprises, contrôler la mise en œuvre par une société de ses obligations de vigilance, contrôler la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre, contrôler l'exécution par une société de la peine complémentaire de mise en conformité à la suite d'une condamnation pénale pour corruption ou trafic d'influence, etc., etc. Et puis l'instauration, enfin, pour les entreprises, d'une obligation de prévention contre les risques de corruption, avec un code de conduite, un dispositif d'alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d'évaluation de la situation des clients fournisseurs de premier rang et intermédiaires, des procédures de contrôle comptable, un dispositif de formation destiné aux personnels les plus exposés, un régime de sanctions disciplinaires, la création d'une peine complémentaire de mise en conformité et l'inéligibilité en cas de manquement au devoir de probité. Toutes mesures sur lesquelles donc nous reviendrons sans doute ultérieurement, mais le principe est ce soir que nous évoquions donc l'Agence française anticorruption et les entreprises. Autrement dit, quel rôle, quelle mission, quel pouvoir de l'Agence française, et ensuite
quelle expérience de l'Agence française anticorruption pour les entreprises qui sont soumises, et enfin, quels moyens de protection ou de respect des devoirs en pareille matière. Tels seront les sujets que nous aborderons ce soir. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, l'Agence française anticorruption, comment la décrivez-vous, son rôle, ses missions, ses pouvoirs? Merci, Monsieur le Président du tribunal de commerce, de cet accueil, de cette introduction. Merci, Monsieur le Président Ringuet. Je suis très heureux d'être présent parmi vous. Nous sommes peu nombreux, mais malheureusement, c'est la situation sanitaire qui l'explique. Et je sais que beaucoup sont ceux qui nous suivent à distance. Alors, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour présenter l'Agence française anticorruption. Effectivement, ma nomination était le début de la fin. J'espère que ce n'est pas le début de la fin. Le texte prévoyait en effet que la nomination du directeur de l'Agence française anticorruption entraînait l'abrogation des textes de la loi de... Est-ce que je peux poser le masque ou pas? Je ne peux pas vous l'imposer, mais ça serait plus agréable peut-être pour tout le monde. Merci beaucoup. Les textes prévoyaient donc que la nomination du directeur entraînerait abrogation des dispositions de la loi de 1993, la loi Sapin, qui avait créé le service central de prévention de la corruption, qui, en dépit de la qualité des personnels qui ont pu le diriger ou le composer, avait été laissé, j'allais dire, dans un rôle un peu contemplatif, puisque le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de la loi qui lui accordaient des pouvoirs de contrôle. Et donc le service central de prévention de la corruption a regardé le phénomène, essayé de le comprendre et chaque année établissait un rapport, plutôt bien réalisé d'ailleurs, mais sans avoir le moindre impact sur la réalité des choses. Dans ce contexte, qui a duré un peu trop longtemps d'ailleurs, entre 1993 et 2016, un certain nombre de critiques se sont accumulées contre la France, notamment celles des organisations internationales, de critiques de l'OCDE dans un rapport de 2012 qui remettait en cause un certain nombre de choses. Ça allait d'ailleurs au-delà de la politique, d'un jugement sur la politique anticorruption, puisqu'il y avait déjà à l'époque des critiques sur l'indépendance des parquets, enfin, des choses sur lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui. Et en un mot, on soupçonnait la France de ne rien faire, de n'avoir pas de volonté en la matière, de ne pas suffisamment poursuivre et condamner, en particulier les entreprises, puisque aucune personne morale n'avait jamais été condamnée pour ça. Et puis, lorsque des condamnations étaient prononcées, eh bien, tout le monde s'accordait à dire que leur niveau était assez ridicule et que ça constituait davantage une incitation qu'une dissuasion à la récidive. Autre facteur tout à fait intéressant aussi, et tout aussi fort, c'était la multiplication des sanctions extrêmement lourdes prises contre les entreprises françaises, notamment par la justice américaine, qui expliquait que finalement, eh bien, la lutte contre la corruption, c'est un combat collectif qu'on ne peut pas mener chacun dans son coin, mais qu'on doit le mener ensemble, qu'on doit en effet établir des règles communes, une règle du jeu, et on doit s'y payer. Et les Américains disaient vous ne faites pas le boulot, donc nous on vient faire le boulot chez vous et on vient condamner vos entreprises. On a pu y voir aussi peut-être une espèce de dévoiement de cette règle qui permettait, ce faisant, de venir piller quelques secrets ou tout simplement vampiriser certaines entreprises. C'est pas forcément totalement faux. Je ne crois pas que ce soit le moteur de la justice américaine. Et quand j'étais directeur général de la GRASC et que je m'occupais de saisie et de confiscation, j'allais dans certains pays qui n'avaient pas de procédure de saisie et de confiscation et je leur expliquais tous les mérites qu'il y avait à en mettre une en place. Et notamment, eh bien, ce que je faisais exactement ce que faisaient les Américains avec nous. C'est-à-dire que je leur disais, voilà, je vais saisir une maison
chez vous au Maroc ou je ne sais où, et le jour où elle sera confisquée, on vous donnera la moitié du prix. Et c'est comme ça qu'on incitait un certain nombre de pays à mettre en place des procédures, non pas pour les piller, mais tout simplement pour faire évoluer leurs pratiques et leur législation. Et je crois que l'action des Américains a d'une certaine manière été inspirée par cet objectif. Alors, qu'est-ce qu'a créé la loi? Alors, je m'en tiendrai évidemment, c'est une loi à dimension économique, je m'en tiendrai à celle qui me concerne, qui concerne l'agence. La loi a d'abord créé, et c'est vraiment une particularité française, c'est assez audacieux d'ailleurs, il fallait oser, a créé une obligation a priori pour les grandes entreprises de mettre en œuvre des mesures et procédures de prévention de la corruption, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons la compliance, ce qu'on appelle nous, parce que je suis très attaché aux Français, de la conformité. Alors on m'a dit non, vous ne pouvez pas appeler ça de la conformité, ça ne veut pas dire ça. Alors j'ai dit oui, mais enfin en France, les termes peuvent avoir plusieurs acceptions, et nous on a décidé que ça s'appellerait comme ça, et ça s'appellera comme ça. Puis aujourd'hui, je crois que ça pose trop de problèmes à personne. C'est pas de la conformité simplement au sens où on se plie à la loi, c'est plus que ça, mais enfin tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Donc le législateur mettant en place ces obligations nouvelles pour les grandes entreprises, alors il s'agit de celles qui ont au moins 500 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros, ces deux critères étant cumulatifs, mais ça concerne aussi des entités plus petites, mais qui appartiendraient à un groupe qui, de manière consolidée, atteindrait les seuils. La condition imposée par le législateur étant tout de même qu'en cas de, j'allais dire, de compétence par consolidation, que le siège de la mer soit situé en France. Alors ça nous pose un problème, et je vais vous donner un exemple. Boeing, par exemple, n'a pas d'établissement en France qui atteigne les seuils. Donc on peut contrôler un certain nombre d'entreprises étrangères. Je dois vous dire d'ailleurs que depuis notre création, nous avons 23% de nos contrôles concernent des sociétés appartenant à un groupe étranger, mais un certain nombre nous échappent, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé au législateur, qui avait d'ailleurs proposé dans le rapport d'évaluation récent de la loi Sapin 2, de supprimer cette condition de territorialité du siège de la mer, qui ne répond, semble-t-il, à aucune préoccupation particulière, ni de la place, ni du législateur. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, et c'est assez paralysant. Créant cette obligation, le législateur a créé notre agence qui est chargée d'aider, d'apporter. Elle a une grande vocation de conseil, de prévention. Ce n'est pas du tout une agence chargée de la poursuite ou de la répression, c'est une agence qui a été créée pour faire de la prévention et pour aider, alors évidemment, d'abord les personnes assujetties à ces obligations nouvelles, c'est-à-dire les grandes entreprises, les grands groupes, mais également toute personne qui pourrait être confrontée à des questions de corruption, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, des personnes publiques ou des personnes privées, de sorte que nous pouvons assister, aider, conseiller absolument n'importe qui. S'agissant je reviendrai évidemment plus en détail sur nos missions. S'agissant des obligations, le législateur n'a pas manqué de sens pratique, puisqu'il a imposé des obligations aux entreprises, mais il a oublié d'en faire autant pour les acteurs publics, ce qui est un peu regrettable. C'est-à-dire que l'article 3 de la loi dit que notre agence peut également contrôler les acteurs que nous qualifions d'acteurs publics, c'est-à-dire les administrations de l'État, centrales, déconcentrées, les collectivités territoriales, leurs établissements, les fondations, associations reconnues d'utilité publique, etc. Malheureusement, la liste n'est pas complète, de sorte qu'un certain nombre de structures échappent à nos contrôles, et pas les moindres. Un certain nombre d'associations, par exemple, qui échappent à nos contrôles, et qui pourtant reçoivent des subventions et mériteraient peut-être d'être un peu plus contrôlées, parce qu'elles sont parfois utilisées, notamment par certains élus, pour éluder les règles de la comptabilité publique. Donc ce serait intéressant qu'on élargisse un peu nos compétences. C'est d'ailleurs un des objectifs de la loi 3D, puisqu'on doit étendre nos compétences à certaines sociétés publiques locales qui jusqu'à maintenant nous échappent.
Malheureusement, je vous disais, le législateur a prévu dans son article 17 un certain nombre d'obligations très précises pour les entreprises, mais qui n'ont pas été... Et donc, à la clé un certain nombre de sanctions, mais malheureusement ces mesures n'ont pas été adoptées pour les acteurs publics, de sorte que les contrôles en l'état, qui sont réalisés avec la même application que concernant les acteurs économiques, mais ne peuvent pas donner lieu à la moindre sanction. Alors je reviendrai sur toutes ces questions-là. Je vais d'abord vous indiquer quelle est notre organisation. Moi j'ai été désigné comme préfigurateur de cette agence à la fin du mois de novembre 2016 et j'ai donc tenté de mettre cet établissement sur pied entre décembre 2016 et mars 2017, date à laquelle, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai été nommé en qualité de directeur. Cette agence est un service à compétence nationale. Il y a eu toute une discussion à l'époque au niveau parlementaire sur le fait de savoir quel statut il convenait de donner à l'établissement. Est-ce qu'il fallait en faire une autorité administrative indépendante? Fallait-il en faire une agence gouvernementale? Le choix a été fait en faveur d'une agence gouvernementale, avec une particularité tout de même, c'est que l'article 2 donne au directeur un statut qui fait que notre agence ressemble un peu à un ornithorynque administratif, puisqu'elle est à certains égards soumise à l'autorité de deux ministres, le ministre de garde des Sceaux, le ministre de la Justice et le ministre en charge du budget, mais que l'article 2 me confère une obligation d'indépendance, puisqu'il dispose que le directeur de l'Agence française anticorruption, magistrat judiciaire hors hiérarchie, ne peut ni solliciter ni recevoir d'instructions d'une quelconque autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice de certaines de ses missions, et pour simplifier, il s'agit des missions de contrôle. Tout ce qui est conseil, coordination administrative, je suis soumis comme n'importe quel directeur à l'autorité de mes ministres. Pour ce qui est des missions de contrôle, je bénéficie de cette indépendance. Alors, quelles sont les missions de conseil? J'allais dire, elles sont infinies nous avons calqué notre organisation sans grande intelligence sur les dispositions de la loi, c'est-à-dire que nous avons deux sous-directions, une sous-direction qui s'occupe du contrôle et une sous-direction qui s'occupe du conseil, de l'analyse stratégique et des affaires internationales. Au sein de chaque sous-direction, nous avons deux départements, c'est totalement symétrique, un département du contrôle des acteurs économiques, du contrôle des acteurs publics côté contrôle, et un département du conseil aux acteurs publics et de l'appui aux acteurs économiques du côté du conseil, et puis une mission à l'action internationale. Il y a un directeur adjoint, un secrétariat général avec quelques fonctions support, mais je vous ai dit l'essentiel. Quant au recrutement, l'étude d'impact avait établi à 70 le nombre d'ETP, d'emplois temps plein dont nous devrions bénéficier. Malheureusement, nous n'avons jamais pu atteindre cet effectif. Et après avoir franchi la barre des 60, avoir eu jusqu'à 63 ETP, aujourd'hui nous sommes royalement à 53. Et je dois vous dire que c'est quand même un peu compliqué de faire fonctionner cette agence dans toute sa dimension avec des moyens aussi faibles. Et surtout, c'est un peu dommage quand on sait le jugement, l'appréciation qui a été portée notamment par l'OCDE au moment de l'évaluation sur, je ne dirais pas la qualité, ça serait prétentieux, en tout cas sur l'intérêt du travail que nous réalisons. Donc tout ça mériterait qu'on nous donne un peu plus de moyens, parce que forcément quand on ne les a pas, on est obligé de faire des choix et de sacrifier certaines missions au profit d'autres. C'est comme ça, tout le monde évidemment est astreint aux mêmes règles, mais nous n'avions pas eu le temps de terminer notre construction, que nous étions déjà appelés à contribuer aux efforts de guerre et à réduire nos effectifs, ce qui est un peu compliqué. Pour ce qui concerne les moyens financiers, nous sommes rattachés au programme 218, qui est celui du secrétariat général de Bercy,
Et je dirais que de ce point de vue-là, nous ne sommes pas très dispendieux, mais nous n'avons pas de difficultés sur un plan financier. Nous avons les moyens nécessaires à la mise en œuvre de nos missions. Nous faisons évidemment très attention à ne pas les gaspiller, mais jusqu'alors, nous n'avons pas à nous plaindre de cette situation. Alors, côté recrutement, j'ai souhaité, lors de la création de cette agence, diversifier le plus possible nos recrutements, parce que la matière de la corruption et de l'anticorruption est quelque chose qui concerne tout le monde, tous les milieux, toutes les activités, tous les secteurs, et je souhaitais recruter dans tous les secteurs pour avoir la capacité de comprendre et de couvrir tout le spectre de nos missions. Nous avons donc des fonctionnaires d'État, naturellement, nous avons des fonctionnaires hospitaliers, nous avons des fonctionnaires territoriaux, et puis nous avons un grand nombre d'agents contractuels. Ça n'était pas le cas au début à notre création, puisque le recours au contractuel était un peu difficile. Il fallait justifier, ne pas trouver la ressource en interne pour pouvoir recruter un contractuel. Aujourd'hui, les choses sont plus simples, et même si nos moyens financiers ne nous permettent pas forcément d'aller recruter dans la catégorie des seniors, nous avons aujourd'hui un fort pourcentage de contractuels. Je vous dis ça un petit peu au doigt mouillé, mais nous avons peut-être 30 ou 35% de contractuels dans l'agence, peut-être même un peu plus. Concernant la répartition des effectifs, aux grandes dames de certains, il y a plus d'agents du côté du contrôle que du conseil. Non pas que je privilégie le contrôle sur le conseil, mais simplement parce que le contrôle peut se dispenser assez largement de manière générale et impersonnelle et ne nécessite pas forcément de recourir à une multitude de personnes, alors que le contrôle suppose évidemment pour chaque contrôle de désigner au moins 2 contrôleurs. Et donc j'ai décidé, et je ne le regrette absolument pas, de nommer, de positionner plus d'effectifs sur la question du contrôle que sur la question du conseil. Alors, en quoi consiste, si je peux être interrompu ou réorienté dans mon propos, Monsieur le Président, si vous souhaitez que je ne vais pas dans la bonne direction, si vous estimez que je ne vais pas dans la bonne direction. Le conseil, ça consiste évidemment à répondre aux demandes qui peuvent nous être adressées. Un certain nombre de demandes nous sont adressées par courrier, par email, sur des cas tout à fait concrets. Un adjoint, un maire va nous demander s'il est possible pour lui de vendre un terrain ou de faire telle ou telle chose. De la même manière, une entreprise peut nous contacter sur des opérations tout à fait ponctuelles pour nous demander un avis. Nous essayons dans la mesure du possible d'y répondre. Par exemple, aujourd'hui, ou il y a quelques jours, on nous a adressé un courrier. Ce n'est pas la première fois que la question se pose, mais elle est un peu épineuse. C'est est-ce que vous pouvez agir en Polynésie française? Est-ce que la loi s'applique en Polynésie française? Alors oui, non, peut-être, c'est assez compliqué. Ce qui m'a amené à prendre une position qui n'est peut-être pas la meilleure, qui était audacieuse, mais peut-être conviendrait-il de la tempérer un peu, je ne sais pas. Enfin, on a des questions toujours très, très intéressantes. Et puis surtout, nous nous sommes dit, il faut donner aux gens qui sont assujettis à ces obligations nouvelles la possibilité de mettre en œuvre ces textes, c'est-à-dire leur expliquer comment ils doivent les mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, dès le mois de décembre 2017, lorsque j'ai eu un peu d'effectifs autour de moi, nous avons décidé de rédiger nos premières recommandations, qui ne sont pas autre chose qu'un mode d'emploi de la loi. Comment appliquer la loi? La loi, c'est, pour simplifier, c'est l'article 17. L'article 17 qui pose 8 obligations. Je vais vous les évoquer assez rapidement, et pas dans l'ordre de la loi, parce que je considère que l'ordre de la loi n'est pas le meilleur. La première mesure que nous avons ajoutée à la loi, qui n'est pas dans la loi et qui n'est donc pas sanctionnable, c'est que nous mesurons quel est le niveau d'engagement de l'instance dirigeante dans la mise en œuvre des mesures et procédures de prévention de la corruption. Tout ça paraît un peu scolaire, je le dis, c'est extra-légal, mais c'est très important parce que, comme dirait mon sous-directeur du contrôle, là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de chemin. Je ne crois pas que ce soit de lui d'ailleurs, mais en tout cas c'est la réalité. On mesure, on vérifie à un certain nombre d'indices quel est l'engagement de l'instance dirigeante, parce que s'il n'y a pas d'engagement de l'instance dirigeante, en général il ne se passe pas grand-chose. Deuxième, et j'allais dire première mesure prévue par la loi, c'est l'établissement d'une cartographie des risques. Nous sommes dans un dispositif d'approche par les risques, et donc nous demandons à ce que nous appelons les organisations, c'est-à-dire les entreprises ou les administrations,
d'analyser de manière très fine leur process métier ou support, de façon à identifier les zones dans lesquelles il peut y avoir des risques. Donc il faut véritablement décortiquer les processus et ensuite, évidemment, quand on a fait ce travail d'analyse, il faut évidemment hiérarchiser. Tous les risques ne se valent pas et il faut chercher à mettre en œuvre des mesures de remédiation, non pas pour éliminer le risque, toute activité humaine comporte des risques et nous ne sommes pas là pour freiner les activités économiques ou publiques, mais essayer de trouver des mesures de remédiation pour atténuer le plus possible le risque. Donc la première mesure fondamentale, c'est la cartographie et nous avons affiché depuis le début, et nous affichons encore, une forme d'exigence que certains considèrent comme tatillonne, mais que nous n'envisageons pas d'abandonner, parce que si la cartographie n'est pas faite, le reste du dispositif sera forcément mauvais. Et si l'on doit réussir une seule des 8 mesures dont je vais vous parler, c'est celle-là, parce que les autres, on peut toujours les corriger, on peut toujours les améliorer au fil de l'eau. Celle-là, il ne faut vraiment pas la rater. Donc, cartographie des risques. Élaboration d'un code de conduite qui explique ce que l'on peut faire ou pas faire, quels sont les comportements à proscrire dans le domaine qui nous concerne, mise en place d'un régime disciplinaire qui permette de sanctionner les manquements au code de conduite, mise en place de ce que les anglo-saxons appellent les due diligence, c'est-à-dire un dispositif d'évaluation des principaux clients, fournisseurs, intermédiaires, dispositif sur lequel nous avons peut-être été un peu trop zélés en 2017 en imposant peut-être des analyses trop exhaustives. Il est évident que le responsable d'une société de grande distribution alimentaire ne va pas aller évaluer tous les clients qui passent à la caisse, ça n'a pas de sens. Il faut évaluer, il faut, j'allais dire, classer les interlocuteurs de l'entreprise, les partenaires de l'entreprise, clients, intermédiaires ou fournisseurs, par groupe, en fonction des risques qu'ils présentent, qu'ils font courir à l'entreprise, et puis ensuite traiter avec une acuité plus ou moins forte en fonction de la nature des risques et de l'importance des risques. La loi demande également aux entreprises de mettre en œuvre des contrôles comptables pour s'assurer que les livres et registres ne sont pas utilisés pour dissimuler des faits de corruption, en tout cas des flux qui pourraient servir à la corruption. La loi impose également la mise en œuvre de formations au bénéfice des cadres et des personnels les plus exposés, formation qui doit évidemment s'inspirer des résultats de la cartographie des risques. Il ne s'agit pas de faire de la formation totalement hors sol, qui serait totalement déconnectée de la réalité des risques, mais il faut que tout ça a une dimension, vous l'avez compris, tout à fait systémique. Et puis, dans mes digressions, j'ai peut-être oublié certaines mesures. Sanctions disciplinaires. Oui, j'en ai dit 2 mots. Procédure d'alerte. Alors là, voilà, j'ai oublié la procédure d'alerte qui impose, et c'est pas nouveau d'ailleurs, puisque ça existait déjà pour un certain nombre d'entreprises et de collectivités territoriales notamment, la nécessité de mettre en place un système d'alerte qui permette aux collaborateurs de l'entreprise de faire remonter les informations relatives à ce type de faits dont ils pourraient avoir connaissance. Il y a aussi une mesure globale d'audit du dispositif qui permet de vérifier si la procédure est cohérente, si elle fonctionne et si les contrôles sont réels, sont efficacement menés. Voilà grosso modo le schéma. Le législateur n'a pas donné un schéma comparable pour les acteurs publics, je vous le disais tout à l'heure. Les recommandations, c'est donc un mode d'emploi de cet article 17, de ces 8 mesures, mais ça a aussi vocation à s'étendre. Et alors là, nous avons assisté à des discussions juridiques à n'en plus finir, parce que si nous n'avions rien écrit, on nous aurait reproché de n'avoir rien écrit et de laisser ces pauvres entreprises dans l'embarras sans savoir comment elles devaient mettre en œuvre leurs obligations nouvelles. Et puis, lorsque nous écrivions, certains nous reprochaient d'écrire et donc d'ajouter à la loi. Effectivement, quand on écrit, on ajoute à la loi, ne serait-ce qu'en précision, et donc on sort forcément de notre rôle. Donc l'équilibre était très difficile à trouver. Je vous l'indique, nos recommandations
non, ne sont pas démunies de valeur juridique, mais elles n'ont pas de force contraignante. Les entreprises ne sont pas tenues de s'y conformer. Elles peuvent parfaitement agir selon d'autres méthodes que celles que nous préconisons. Simplement, elles ont une obligation de résultat, celle de mettre en œuvre les obligations prévues par la loi. Et si elles n'adoptent pas nos préconisations, eh bien, ce sera à elles, le cas échéant, si un jour elles sont contrôlées ou si un jour elles sont poursuivies pour un défaut de conformité, de démontrer que la méthode qu'elles ont mise en œuvre est différente de celle préconisée par l'AFA, mais qu'elle permet d'atteindre des résultats équivalents, et tout ça est parfaitement suffisant. Pour autant, nos recommandations, je viens de le dire, ne sont pas dépourvues de valeur juridique, puisque la commission des sanctions considère que si l'entreprise s'y conforme, elle bénéficie en quelque sorte d'une présomption de conformité. Alors, le Conseil, c'est donc l'élaboration de ces recommandations. Les premières datent de 2017. Nous les avons réactualisées le 12 janvier 2021. Elles ont été publiées comme les premières au journal officiel. Et là, nous avons essayé de couvrir un public beaucoup plus large, puisque nous avons fait des recommandations en 3 parties. Une première partie qui concerne tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assujettis par ailleurs. Une deuxième partie qui concerne les acteurs publics, et une troisième partie qui concerne les entreprises assujetties. Au-delà de ces recommandations, nous essayons de publier des fiches ou des guides techniques sur certains thèmes ou sur certains secteurs. En général, nous essayons de nous montrer attentifs à la demande des entreprises ou des acteurs publics qui souhaitent obtenir plus d'informations sur tel ou tel sujet. Et il nous arrive même de publier des guides en collaboration avec certaines entreprises, certains secteurs. Nous avons par exemple élaboré un guide en concertation avec le secteur du BTP. Nous envisageons de le faire avec les banques ou les assurances. Nous envisageons également de le faire avec les régions de France. Donc on essaie évidemment de répondre à la demande, et ces recommandations j'allais dire, sont moins solides que ces guides, sont moins solides que nos recommandations d'un point de vue juridique, puisqu'ils sont moins stabilisés, ils peuvent être amenés à changer. Je ne souhaite pas que nous révisions nos recommandations tous les ans, mais quand la teneur des guides aura un peu durci, si je puis dire, je n'exclus pas la possibilité de faire passer ce qu'il y a dans les guides dans des recommandations publiées au journal officiel. Et puis le Conseil, c'est surtout peut-être la sensibilisation, la formation. Ce sont des interventions dans les universités, dans les grandes écoles. Nous intervenons dans toutes les grandes écoles de service public. Pourquoi pas dans les entreprises, pourquoi pas dans des associations comme c'est le cas ce soir. Et je dirais que pour bien faire, il faudrait commencer dès la maternelle, parce qu'il y a véritablement derrière tout ça la nécessité d'un changement des mentalités, parce que la tolérance à l'égard de la corruption, que beaucoup d'ailleurs ont la chance de ne pas voir en France, puisque la corruption en France ne se voit pas beaucoup, même si elle existe, mais elle se voit moins peut-être que dans certains pays, parce qu'elle ne recouvre pas les mêmes formes. Eh bien finalement, certains pensent que tout ça, c'est pas mauvais pour les affaires, et que ça peut mettre un peu d'huile dans les rouages, et puis que finalement, si vous voulez avoir les marchés, eh bien, si vous ne corrompez pas ou si vous n'acceptez pas cette règle-là, vous ne les obtenez pas, ce qui malheureusement n'est pas totalement faux. Mais autant je peux comprendre, ils ne sont certainement pas défendre, mais comprendre qu'on ait cette vision-là quand on est au Nigeria, par exemple, autant je ne peux pas l'accepter en France, parce que la corruption en France, c'est quand même une perte de ressources publiques, et c'est aussi et surtout peut-être une perte de confiance dans les institutions publiques, et à terme la fin de l'état de droit, et ça c'est beaucoup plus inquiétant encore que les histoires de gros sous.
Voilà ce que je peux vous dire pour le Conseil. Un mot peut-être si nous pouvons apporter à la demande des collectivités territoriales ou de n'importe quelle administration ou à la demande des entreprises un appui plus individualisé, c'est-à-dire que nous pouvons intervenir, non pas pour faire le travail à leur place, mais pour donner des avis méthodologiques sur la manière de mettre en œuvre un dispositif anticorruption au sein d'une commune ou au sein d'une entreprise. On peut le faire, on l'a déjà fait. Évidemment, on ne peut pas y passer des mois et des années, nos moyens ne nous le permettent pas. Et en général, quand nous le faisons, c'est parce que nous avons la conviction que cette action nous permet d'en retirer un bénéfice pour nous-mêmes et de pouvoir le mutualiser à travers nos recommandations. Le contrôle, pardon, et le Conseil, c'est la même chose. Hein. C'est un peu une vie sans fin, si je puis dire. On fait du conseil, on fait du contrôle, et quand on a fait du contrôle, on refait du conseil. Et nos contrôles, quoi que puissent en penser certains, surtout ceux pour lesquels nous avons été amenés à rédiger un article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République pour des faits de corruption, nous n'avons pas que des amis, et je ne revendique pas d'avoir que des amis, mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises et la plupart des collectivités territoriales ont compris que nous n'étions pas là simplement pour les embêter, mais pour les aider. Et je ne citerai pas certains responsables de grandes collectivités, surtout pas dans cette période préélectorale, qui nous ont remerciés des contrôles que nous avions réalisés. Alors, quelle était la sincérité des remerciements, je n'en sais rien. Il faut peut-être n'en prendre qu'un tiers ou la moitié. En tout cas, je crois que nous leur avons ouvert les yeux sur une réalité, c'est que finalement, ce que nous leur proposions, c'était de se réorganiser autour de règles qui finalement sont plus vieilles, beaucoup plus vieilles que la loi Sapin 2, si vous voulez. Quand on arrive dans une collectivité, par exemple, on rappelle qu'il y a un statut de la fonction publique, qu'il y a des obligations de déport, qu'il y a des obligations déclaratives auprès de la HATVP, qu'il y a un certain nombre de principes comme la séparation entre l'ordonnateur et le comptable, qu'il y a des règles de la commande publique, etc. Et que finalement nos procédures, avec une approche un peu différente, ne font que reprendre une grande partie de ces principes, et que ce que nous proposons, en gros, c'est une réflexion sur qu'est-ce que l'on fait dans l'entreprise ou dans l'administration en question, quels sont nos processus métiers, quels sont nos risques, comment on les analyse, comment on peut y remédier, comment on peut faire en sorte de les limiter au maximum, comment doit-on sensibiliser nos personnels à tout ça, doit-on prendre des sanctions, le faire savoir quand on en prend, en quelque sorte entraîner une espèce de révolution culturelle au sein de l'entreprise et au sein de l'administration. Et je dois vous dire, et ce serait d'ailleurs ma conclusion si je devais m'arrêter là, que nous observons une forme de rapprochement des valeurs entre le secteur public et le secteur privé, et je m'en réjouis parce que je pense que la lutte contre la corruption, c'est véritablement un combat commun et qui, on le sait, associe souvent un acteur public à un acteur privé, voire davantage, et que si je ne suis pas pour faire la même chose partout et chez tout le monde, chacun a droit à son originalité, mais je crois que mettre en place un certain nombre de règles identiques des deux côtés, ça serait assez salutaire, et petit à petit, on y vient. Alors pourquoi on y vient? Parce que depuis maintenant 4-5 ans que nous faisons des contrôles, eh bien je me rends compte que les esprits ont beaucoup changé, que les choses ont beaucoup évolué et que ça va beaucoup mieux. Lorsque nous avons entrepris nos premiers contrôles en 2017, je dois vous dire qu'il n'y avait rien. Même dans un certain nombre de grandes entreprises, il n'y avait rien. Celles qui avaient été sanctionnées par des justices étrangères étaient un peu plus sensibilisées et avaient mis en place certains dispositifs qui n'étaient peut-être pas parfaits mais qui existaient. Il y avait une prise de conscience, mais dans un bon nombre de grandes entreprises, il n'y avait rien, et pas plus dans les entreprises américaines d'ailleurs que dans les entreprises françaises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque nous arrivons dans un groupe, on va toujours trouver des manquements, on est là pour ça, il faut qu'on trouve des manquements, sinon on ne servira à rien. Mais on ne trouve plus le vide, le néant. Aujourd'hui, on trouve des mesures, on trouve des cartographies qui sont à peu près convenables, et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que il y a quelques mesures qui sont encore un peu faibles, mesures d'évaluation des tiers ou mise en œuvre des contrôles comptables, c'est parfois les points qui sont un peu faibles, mais on ne voit plus des mesures totalement désordonnées. Aujourd'hui,
la dimension systémique de ces dispositifs a bien été comprise par les entreprises, et on part d'une cartographie, et à partir de cette cartographie, on décline le contenu, la nature, la forme des autres mesures. Idem dans les collectivités. Évidemment, on ne va pas dans les mairies de 1500 habitants, mais si on va dans les régions ou dans des départements, eh bien, c'est loin d'être parfait, mais petit à petit, les choses se mettent en place, il y a une culture qui se met en place, on a des référents déontologues, des référents alertes, on a des gens qui ont pris les choses en main et qui ont notamment compris que ce que l'on demandait, c'était aussi et surtout du contrôle interne. Et le contrôle interne, c'est pas fait simplement pour faire plaisir à l'AFA, ça permet aussi de faire des économies sur un certain nombre de choses, ça permet de détecter des fraudes, tout simplement, dont on peut être d'ailleurs soi-même victime, parce que l'entreprise n'est pas forcément coupable, elle est parfois victime aussi. Donc, mettre en place des mesures telles que celles que je viens d'énoncer tout à l'heure, c'est à la fois se protéger contre ces mauvaises tentations, mais c'est aussi se protéger contre les autres. Et en réalité, que représentent ces mesures qui ont un caractère collectif? Eh bien, ce sont des garde-fous qui empêchent, j'allais dire, à un acteur isolé, à un franc-tireur, de faire de la corruption tout seul. Si vous n'avez aucune organisation, aucun contrôle, n'importe qui peut, j'allais dire, mettre la main dans le pot de confiture, et le patron n'est pas forcément au courant. Il y aura de la corruption, et demain peut-être l'entreprise ou le patron sera condamné parce qu'il y a eu de la corruption, alors qu'il est parfaitement innocent, mais tout simplement il n'a pas mis en place les mesures, les garde-fous nécessaires. Alors, quelques mots sur le contrôle, parce que l'heure tourne. Les contrôles sont décidés librement par le directeur de l'agence. C'est son pouvoir, et c'est le vrai pouvoir de cette agence, c'est de pouvoir décider de contrôle sans avoir à justifier les raisons pour lesquelles on les fait. On n'a pas besoin d'être saisi d'une plainte, d'une dénonciation ou de quoi que ce soit. Je peux librement demain décider de contrôler un groupe. Alors on ne le fait pas évidemment n'importe comment. On a essayé d'adopter une stratégie dans la programmation de nos contrôles, et la loi ayant un objectif économique et en particulier de protection de notre économie, nous sommes dit qu'il était urgent de contrôler d'abord les acteurs économiques qui étaient les plus exposés au risque, et c'est ainsi que nous avons contrôlé d'abord les plus grands groupes et ceux qui avaient une activité, c'est le cas de la plupart d'entre eux, une activité importante à l'international. De la même manière, nous avons contrôlé par priorité les régions, parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles ont plus les moyens de mettre en œuvre ce type de dispositif, et aussi parce qu'elles assurent la gestion de fonds européens, etc. Et puis, si vous voulez, petit à petit, eh bien, nous avons essayé de nous spécialiser en rentrant dans certaines filières, dans certains secteurs. C'est ainsi que nous avons contrôlé 6 entreprises dans le même secteur au même moment, et nous continuerons de mener ce type de contrôle qui nous permettent aussi d'enrichir nos connaissances et donc d'améliorer nos compétences dans notre relation avec ces entreprises ou avec ces acteurs. Alors je disais que c'est le directeur qui décide des contrôles. Néanmoins, la loi prévoit que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Premier ministre, les ministres ou les préfets, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements, peuvent demander un contrôle à l'agence, qui n'est pas tenu de le faire, mais qui n'aurait aucune raison de s'y opposer dès lors que le contrôle en question serait motivé par des éléments objectifs. Et je dois vous dire que je craignais d'être submergé de demandes, ce qui aurait obéré ma capacité à choisir les contrôler. Et je dois vous dire que c'est tout l'inverse qui s'est passé, c'est que depuis 2017, nous avons été saisis une seule fois par un préfet. Et nous avons conduit d'ailleurs le contrôle qui nous avait été demandé, et nous l'avons conduit, j'allais dire, de manière, pas dire de manière satisfaisante, parce que ça serait juger mon travail, mais le contrôle, disons que le contrôle était utile et que nous l'avons heureusement mené. Comment ça se passe? Nous notifions aux responsables de l'entreprise, la loi énumère les entreprises par la qualité de leurs dirigeants. Les gérants, les présidents, etc. On ne dit pas les entreprises, ce sont les personnes physiques qui sont responsables de la mise en œuvre de ces procédures, même si la loi dit que ça n'exclut pas la responsabilité de la personne morale. Mais le premier des responsables, c'est le dirigeant, personne physique.
Idem dans les administrations publiques, eh bien c'est le président du conseil départemental ou le directeur général des services qui vont être nos interlocuteurs, et c'est à eux que nous allons notifier l'ouverture d'un contrôle. Alors au départ, nous avons fait des contrôles exhaustifs, un peu ambitieux, c'est-à-dire que nous contrôlions un groupe dans son entier et sur les 8 mesures prévues par la loi. C'était utile, nous n'avons pas renoncé à le faire, nous continuerons de le faire, mais aujourd'hui, pour essayer d'avoir un impact plus fort, d'aller plus vite et de sensibiliser plus rapidement, nous faisons à la fois des contrôles thématiques qui portent sur des secteurs particuliers, mais nous faisons également des contrôles qui ne sont plus des contrôles globaux, mais qui portent sur seulement certaines des mesures de l'article 17. Par exemple, nous vérifions fréquemment l'engagement de l'instance dirigeante, la cartographie des risques et l'évaluation des tiers, voyez-vous. Après le reste, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais je crois qu'il faut inciter à la mise en œuvre de certaines mesures. Le reste suivra tout seul, le reste ira tout seul. Quels sont nos pouvoirs en matière de contrôle? Nos pouvoirs, eh bien, nous pouvons demander tout document, quelle qu'en soit la nature ou le support, documents relatifs à l'entreprise, évidemment, pas des documents personnels intéressant les dirigeants ou les salariés. Nous pouvons également procéder à des entretiens, c'est-à-dire poser des questions aux personnes au sein de l'entreprise et même à l'extérieur. Pourquoi pas l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, pourquoi pas le banquier, pourquoi pas un client, un fournisseur ou un intermédiaire, rien ne nous l'interdit. Nous avons pris la décision de ne pas recevoir les déclarations par procès-verbal en bonne et due forme, comme le ferait la police. C'est un choix qui est peut-être critiquable. Je n'ai pas voulu m'engager dans cette complexité au début, et la commission des sanctions a validé la méthode. La limite de cette méthode, c'est que jamais nous ne retenons un manquement sur le fondement d'une déclaration. Nous pouvons conforter le constat d'un manquement objectif sur pièce par des auditions, mais jamais nous ne renverrons qui que ce soit devant la commission des sanctions sur la simple base d'une déclaration retranscrite par nous-mêmes, en quelque sorte. Alors, ces contrôles, évidemment, ne concernent que les entreprises assujetties à l'obligation de mettre en œuvre les 8 points de l'article 17, c'est-à-dire les grands groupes qui ont au moins 500 salariés et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les contrôles sont notifiés. Généralement, ça se traduit d'abord par une rencontre avec l'entreprise, avec le responsable désigné par l'instance dirigeante pour être notre interlocuteur. Nous essayons d'expliquer ce que nous allons faire. Nous essayons aussi de comprendre quelle est l'entreprise, quel est son modèle économique, comment elle fonctionne. Et puis, à partir de là, on demande un certain nombre de documents. On a un questionnaire très volumineux, trop disent certains, très volumineux en tout cas, qui comprend à la fois des demandes de production de documents et des questions. Et puis, ce questionnaire peut être enrichi au fur et à mesure de la relation que nous allons entretenir pendant des mois avec l'entreprise. Et puis finalement, après ce contrôle sur pièce, cette analyse documentaire, généralement nous faisons un contrôle sur place. Alors la période évidemment nous a un peu contrariés et la pandémie nous a imposé de travailler beaucoup par téléphone ou par visioconférence, sans d'ailleurs, je pense que ça ne nuise particulièrement à la qualité du résultat. Mais enfin, ça a perdu un peu de saveur, je dois le reconnaître. Donc nous revenons un peu sur le terrain quand nous pouvons. Lorsque les contrôles, alors c'est quoi les contrôles, c'est quoi? C'est qu'on prend les points de l'article 17 un par un et puis on regarde si ces procédures existent, si elles ont été mises en place, mais surtout si elles sont effectivement appliquées et lorsqu'elles le sont, si toutes les conséquences en sont tirées. Parce que vous pensez bien que quelqu'un qui veut passer un contrat dans des conditions un peu discutables avec je ne sais quel pays étranger, eh bien, il ne va pas forcément passer par la procédure. C'est-à-dire que c'est plutôt le dirigeant ou son bras droit qui va passer la négociation en dehors des clous, si je puis dire. Et évidemment, l'Agence française anticorruption n'y verra que du feu. Alors non, nous essayons, avec les moyens qui sont les nôtres, à la fois numériques et intellectuels, de vérifier comment les procédures sont mises en œuvre et si elles le sont véritablement. Donc nous faisons des sortes de carottage, de sondage qui nous permettent de vérifier. Je vous donne un seul exemple, mais il m'est cher.
Quand on va dans les collectivités territoriales, on regarde par exemple dans quelles conditions sont recouvrées les indemnités d'occupation du domaine public. C'est mon dada, j'aime ça parce que je sais comment c'est recouvré et je sais quand ça l'est pas, quelle est la contrepartie. Surtout que ceux qui occupent le domaine public, souvent ce sont les bars ou les restaurants et souvent ce sont, pas tous naturellement, souvent ils ont un passé judiciaire. Donc c'est toujours très intéressant d'aller vérifier ça. Mais en vérifie ça, on vérifie comment les subventions sont versées, est-ce que leur bon usage a été vérifié. On regarde aussi comment est effectué le service fait, enfin comment est vérifié le service fait avant de payer la facture, etc. De temps en temps, nous trouvons des infractions, pas forcément de corruption d'ailleurs, mais nous trouvons des infractions. Et dans ce cas-là, eh bien, nous devons, comme n'importe quel fonctionnaire ou autorité constituée, communiquer l'information, faire un avis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. Alors, nos contrôles donnent lieu à une période de contradictoire où l'entreprise peut faire des observations qui seront prises ou pas en compte selon la valeur qu'on leur accordera. Et puis, si nous estimons que les manquements sont nombreux, graves et persistants, eh bien, je peux saisir la commission des sanctions qui peut infliger des sanctions administratives sans préjudice de poursuites parallèles qui pourraient intervenir devant une juridiction correctionnelle, mais on peut infliger des sanctions administratives qui peuvent être des peines d'amende jusqu'à 200 000 € pour les personnes physiques, jusqu'à 1 million d'euros pour les personnes morales. Il peut s'agir aussi de mesures d'injonction, c'est-à-dire que la commission des sanctions va enjoindre à l'entité de mettre en œuvre un programme de conformité dont elle définira l'étendue, le périmètre, sous le contrôle de notre agence. Et puis il peut y avoir également des mesures de publicité. Je suis celui qui peut saisir la commission des sanctions et qui peut proposer une sanction. Nous avons en tout et pour tout saisi la commission des sanctions 2 fois depuis notre création. C'est peu. On pourrait disserter là-dessus. Si vous avez des questions, j'y répondrai très volontiers. Mais je voudrais, avant de m'interrompre, pour vous dire 2 mots peut-être sur les conventions judiciaires d'intérêt public, parce que ça intéresse grandement les entreprises. La loi du 9 décembre 2016 a également prévu la possibilité pour le procureur de la République, avant l'engagement des poursuites, en cas de corruption, trafic d'influence, et même en d'autres matières, fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, aujourd'hui même affaire d'infraction d'atteinte à l'environnement, la capacité donc pour le procureur, avant l'engagement des poursuites, de proposer une transaction à l'entreprise, j'ai bien dit à l'entreprise, pas à ses dirigeants, à l'entreprise qui permet en gros d'échapper, enfin pas en gros, qui permet d'échapper à la déclaration de culpabilité et qui permet d'éviter, j'allais dire, la peine capitale à l'entreprise. Parce que l'entreprise qui est déclarée coupable, elle va être mécaniquement interdite de concourir dans les marchés publics. Elle peut être d'ailleurs exclue d'un certain nombre de marchés. Et donc c'est peut-être entraîner sa mort que de prononcer ce type de sanction. Donc dans l'intérêt bien compris à la fois du procureur qui doit administrer la preuve et de l'entreprise qui doit assurer sa survie, le législateur a proposé cette convention qui permet d'échapper à la déclaration de culpabilité, qui se traduit par des peines d'amende très fortes qui peuvent aller jusqu'à 30% du montant du chiffre d'affaires, et surtout, j'y tiens beaucoup, par la possibilité de soumettre l'entreprise à une obligation de conformité, ce que les Américains appellent un monitoring qui va se dérouler sous le contrôle de notre agence pendant un délai maximum de 3 ans au cours duquel nous allons vérifier si elle se conforme bel et bien aux obligations qui lui sont faites. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, ça fait perdre un peu d'amende. Ça fait perdre un peu d'amende parce que ça coûte cher ces programmes-là. Alors ça fait perdre de l'amende, mais c'est très intéressant parce que ça permet d'éviter la récidive. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est très bien, on a trouvé un système tout à fait efficace pour l'entreprise, mais ne faut-il pas aussi sanctionner les dirigeants? Et ça, c'est une autre question. La loi prévoit que cette convention n'exclut pas la possibilité pour le parquet de poursuivre les dirigeants, mais en pratique, on pourrait y revenir, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que parce que c'est le dirigeant qui va parler et qui va permettre d'établir la culpabilité de l'entreprise. Et là, il y aurait tout un débat, mais il nous faudrait une soirée entière pour en parler.
parler. Je voulais simplement lancer ces quelques pistes. Ce que je voudrais dire pour finir, mais vous ne manquerez pas de me poser la question, c'est qu'il est absolument fondamental de poursuivre ce travail et le travail colossal que nous avons fait dans nos relations avec les autorités étrangères, parce que nous avons d'une certaine façon, nous avons la loi et puis ses serviteurs que nous sommes, à restaurer un peu l'image de la France, notamment aux yeux d'un certain nombre de pays comme les États-Unis, qui se montrent, semble-t-il, un peu moins agressifs parce qu'ils nous font confiance. Ils pensent que ce que nous faisons, nous le faisons sérieusement, je le crois d'ailleurs, nous essayons de le faire sérieusement et nous avons, avec le Parquet national financier, essayé d'afficher une démarche, un engagement commun au service de nos entreprises et je pense que nous avons convaincu. Et comme nous avons convaincu, eh bien, j'allais dire que le danger s'éloigne. Alors, nous avons convaincu parce que nous sommes exigeants. Si nous n'étions pas exigeants avec nos entreprises, eh bien, les Américains diraient, les Frenchies, ils font de la conformité d'apparence, ils font de la cosmétique et on va aller contrôler leur groupe. Ils le feront, ils continueront de le faire, il ne faut pas crier victoire, ils reviendront. Mais je pense que plus nous travaillerons et plus nous montrerons l'exemple, moins nous serons embêtés. Voilà, j'ai peut-être excédé déjà le temps de parole qui m'était accordé, Monsieur le Président. Monsieur le directeur, vous avez respecté à la seconde près le temps que nous avions osé vous impartir. Donc c'est absolument parfait. Moi j'aurais juste une question. Merci, Président. Une question, Monsieur le directeur, pour apprécier un petit peu l'importance des contrôles. C'est de savoir, en gros, pour reprendre un terme un petit peu galvaudé, mais très en usage pour l'appréciation du fonctionnement des juridictions, quel est le nombre de contrôles en stock que vous avez en cette année? Plus clairement, combien de contrôles avez-vous en cours en 2022? L'ancien juge d'instruction que je suis devrait rougir en vous disant qu'il ne le sait pas, parce que nous savons bien, nous qui contrôlons, que le seul chiffre qui vaut, c'est celui du stock. Et je suis incapable de vous répondre. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que depuis le début de notre activité, nous avons engagé, alors évidemment il y en a un certain nombre qui sont clôturés, nous avons engagé 159 contrôles, dont 108 qui concernent des acteurs économiques et 51 qui concernent des acteurs publics, avec toutefois une distinction à opérer entre les contrôles d'exécution et les contrôles d'initiative, puisque les contrôles d'initiative, nous en avons engagé 142 et nous avons 17 contrôles qui sont des contrôles dits d'exécution, c'est-à-dire qui ont été réalisés soit à la demande des parquets, soit dans le cadre de conventions judiciaires d'intérêt public ou de préparation de conventions judiciaires d'intérêt public, soit à la demande de la commission des sanctions dans le cadre de suivi d'injonction. Alors, je suis confus, dès que je vais rentrer m'enquérir de ce point. En effet, ce que je peux vous dire simplement, c'est que la durée de nos contrôles a été souvent très excessive au début de notre activité pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons un peu, en tout cas pour ce qui nous concerne, inventé le métier. La feuille était blanche, on est parti de la loi du 9 décembre. Vous regarderez la loi du 9 décembre, vous verrez, il y a des choses très intéressantes, mais il n'y a pas grand-chose sur nos modalités de fonctionnement. Il n'y a pas grand-chose non plus dans le décret. Et il a fallu inventer tout ça. Il a fallu surtout recruter des gens et arriver à nous, à nous situer. Quel était véritablement notre rôle? En réalité, on fait de l'audit de procédure, si vous voulez. Et c'était pour nous un métier totalement inconnu. La conformité anticorruption, alors je ne parle que pour moi, mais ce n'était pas du tout mon métier. Moi, les seuls aspects de la corruption que je pouvais connaître, c'était les aspects de poursuite et de répression, mais la prévention, j'en connaissais pas un mot. Et un certain nombre de nos agents, quelles que soient leurs compétences, parfois très grandes, n'étaient pas forcément tout à fait au fait de ces questions. Donc il a fallu apprendre. On a eu des gens qui se sont trompés de route, qui sont repartis, qui nous ont parfois laissé des contrôles au milieu du gué, qu'il a fallu reprendre. Et puis finalement, nous étions aussi peut-être trop ambitieux avec la volonté de faire des contrôles tout à fait exhaustifs, qui embrassaient la totalité d'un groupe, qui faisait à la fois dans l'alimentaire, dans la banque et dans l'immobilier, ce qui était quand même un peu fou. La volonté d'appliquer, de vérifier les 8 mesures, ce qui était tout à fait utile, y compris pour les entreprises elles-mêmes, parce qu'elles avaient un rapport complet à la sortie. Mais enfin, c'était peut-être un peu excessif. Aujourd'hui,
Ça ne répondra pas directement à votre question, mais ça s'en rapprochera un peu. Les contrôles, c'est 10-12 mois. Un contrôle dure 10-12 mois. Versus 18 mois au début de vos activités. Versus 18-20 mois au début de l'activité. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces informations. Je suppose qu'il y aura d'autres questions qui reviendront, mais je pense qu'on peut maintenant passer à la suite du programme, j'allais dire, des interventions. Et peut-être passer là. Alors, votre choix, c'est. A priori, c'est moi qui ai introduit Voilà, le sujet. C'est puisque donc les intervenants qui sont à la tribune sont tout d'abord donc Frédéric Lalance, qui est avocat au barreau de Paris et qui a donc une grande connaissance de la matière et des contrôles en question. Et d'autre part, et donc il s'exprimera après Damien Goubeau, qui est directeur juridique et de la conformité du groupe de Mathieu et Barre, qui a une très très grande expérience, une très grande connaissance de ces pratiques et qui en plus donc pourra expliquer de façon précise la place de l'entreprise face à un tel contrôle, les conséquences et l'organisation, les méthodes, le suivi. Donc Frédéric, c'est à toi par conséquent. Merci beaucoup Marc. Bonsoir à toutes et à toutes et également à ceux qui nous rejoignent de manière non présentielle. Je voulais vous livrer quelques observations de praticiens avant de laisser la parole à l'homme de terrain qui se trouve à ma droite, qui a vécu dans sa chair un contrôle de l'agence. Et reprenant en cela les propos tout à fait complets de M. Duchesne, vous indiquez que les problématiques de conformité ne sont pas, pour reprendre le questionnement du président Netter au début de cette conférence, ne sont pas liées à des considérations exclusivement de moralisation des affaires. Il faut quand même partir d'un constat qui était celui des instigateurs de ce projet de loi, que la corruption, simplement à l'échelon européen, coûte par an à l'économie européenne 100 milliards d'euros. Ce n'est pas une petite affaire que l'impact de la corruption dans la vie des affaires. Ça, c'était une première remarque générale que je voulais partager avec vous. La deuxième remarque, d'ordre général également, c'est que la nécessité de mise en œuvre de ces plans de prévention de la corruption, de conformité, pour reprendre l'expression de M. Duchesne, elle va au-delà de fait des sociétés qui sont éligibles aux critères de Sapin 2. On considère, je parle sous votre contrôle, M. Duchesne, on considère qu'en France, il y a à peu près 1500 à 1600 entreprises qui relèveraient des critères de Sapin 2, c'est-à-dire la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et la présence de plus de 500 collaborateurs dans l'entreprise. En fait, ces problématiques de conformité, par capillarité, elles se diffusent, et je crois qu'on peut s'en réjouir, au sein de l'ensemble du tissu économique français, puisque un grand nombre de groupes qui sont soumis à ces obligations vont imposer à leurs partenaires, fussent-ils de taille inférieure, la réalisation et la souscription aux mêmes obligations. Et la Cour de cassation, dans un arrêt bien connu de 2019, est venue consacrer cette possibilité en considérant que le manquement à une obligation de se conformer à une politique de conformité de son partenaire commercial pouvait constituer un motif de résiliation immédiate de la relation commerciale. Donc, par capillarité, les 8 piliers dont M. Duchesne parlait il y a quelques instants, ils ont vocation à se diffuser au sein de l'ensemble du tissu économique et financier français. Alors, si on rentre à présent dans la problématique du point de vue de la cible du contrôle, l'entreprise qui est soumise à des obligations,
La première des obligations, c'est c'est de la palissade, d'accepter et d'acter au sein de l'entreprise et singulièrement au sein de sa direction, parce que c'est la direction qui est responsable des éventuels manquements et c'est la direction qui doit être le moteur dans la mise en œuvre d'un plan de conformité. Il faut acter du fait que c'est un investissement. C'est un investissement substantiel lorsqu'il s'agit de préparer et de mettre en œuvre ces plans de conformité. Et puis Damien Goubeau le dira mieux que je ne saurais le faire, c'est aussi un investissement quand il s'agit de répondre aux contrôles de l'AFA, qui sont des contrôles solides, intenses, possiblement intrusifs, et qui vont requérir la mobilisation de ressources importantes. Tout ceci pour vous dire qu'il y a sur le marché un certain nombre d'officines qui existent et qui vous proposent des plans de conformité clés en main. C'est pas la bonne réponse. C'est clairement pas la bonne réponse. Alors on peut se dire qu'on échappera peut-être statistiquement à un contrôle de l'AFA dans les prochaines années, mais produire une cartographie des risques sur la forme d'un tableau Excel, j'en ai vu, c'est pas la bonne réponse. Donc la conformité, c'est un investissement, et c'est un investissement auquel il faut dédier des ressources importantes. C'était la petite remarque du praticien que je souhaitais partager avec vous. Ensuite, si on examine dans le temps réduit qui nous est imparti les droits et les obligations des sociétés contrôlées. On parle ici des contrôles d'initiative qui sont initiés à la discrétion du directeur de l'AFA pour apprécier si telle ou telle entreprise est effectivement en conformité avec ses obligations au titre des 8 piliers qu'elle doit mettre en œuvre. J'ouvre une toute petite parenthèse à cet égard. C'est une spécificité de la loi française, du dispositif de prévention de la corruption en France, que de prévoir de manière spécifique un contrôle administratif préalable de la viabilité, de l'efficacité, de l'existence éventuellement de politiques de conformité aux entreprises, déconnectées de tout soupçon éventuel de faits de corruption dans l'entreprise. On connaît dans d'autres systèmes législatifs la possibilité d'apprécier la gravité de la faute commise par l'entreprise à l'aune de l'existence de sa politique de conformité et de son efficacité. C'est le cas de la situation en Suisse, c'est le cas évidemment des pays anglo-saxons. La France a pris cette décision que, je crois, l'ensemble de la pratique salue, d'instaurer un contrôle a priori de l'existence et de l'efficacité des politiques de conformité. Alors, quels sont les droits des entreprises visées par un contrôle? Ces droits, ils sont rappelés de manière très succincte, un petit peu trop succincte à mon goût, par une charte qui a été établie par l'agence, charte des droits et obligations de l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans un contrôle, donc ça vise tant les collaborateurs de l'AFA que les entreprises concernées. Et le premier de ces droits, c'est celui d'être informé du contrôle. L'AFA ne pratique pas, M. Duchesne l'a rappelé, ne pratique pas des visites au petit matin, à l'heure du laitier, pour contrôler les politiques de conformité des entreprises. Donc il y a une notification de contrôle qui est adressée par l'AFA, avec un interlocuteur au sein de l'agence qui est désigné, et l'agence va souhaiter se voir désigner un interlocuteur au sein de l'entreprise, qui sera son référent, pas nécessairement le représentant légal, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que ce soit le représentant légal, il faut que ce soit un interlocuteur de qualité, haut placé dans l'organisation de l'entreprise, mais qui ait la vision opérationnelle des choses et qui soit en capacité de répondre aux questions et aux demandes documentaires de l'AFA. Alors, en général, un contrôle de l'AFA, encore une fois sous le contrôle de M. Duchesne, ça commence par un contrôle sur pièce, et ensuite ça peut se poursuivre, mais ce n'est pas obligatoire au regard des textes, par un contrôle sur place. Le contrôle sur pièce, pardon de cette expression, il est un peu violent parce que l'AFA envoie un questionnaire qui comporte, si ma mémoire est bonne, plus de 160 questions
et qui représente, en général, c'est les statistiques que j'ai lues chez un certain nombre de mes confrères qui ont travaillé à ces sujets, qui représentent entre 500 et 800 documents à préparer. Donc, c'est pas une petite affaire, dans un délai qui est en général fixé par l'agence, mais qui, au regard des circonstances, peut être discuté avec cette dernière. L'agence a la possibilité de se faire communiquer tout document professionnel qu'elle estime nécessaire et utile à la réalisation de son contrôle. Cette question a généré deux types de difficultés qui ne sont pas nécessairement totalement résolues au jour d'aujourd'hui. La première de ces difficultés, certaines entreprises contrôlées ont estimé à tort ou à raison que les demandes de documents qui étaient formulées par l'AFA ne rentraient pas dans le champ de ses prérogatives et n'étaient pas nécessairement pertinents au regard des buts poursuivis par l'agence. La réponse qui a été apportée à cette question est, du point de vue du praticien que je suis, pas nécessairement satisfaisante, puisque cette question a été soumise à la commission des sanctions, qui a considéré qu'elle n'était pas juge de la régularité ou non de la demande de production de documents. Elle a considéré qu'elle avait son mot à dire sur l'utilité du document qui était sollicité, et en disant en substance à l'entreprise concernée, si vous avez un problème, vous allez voir le juge chargé de l'entrave, c'est-à-dire le juge pénal. Donc ça veut dire, si on suit stricto sensu la philosophie de la commission des sanctions dans ce domaine, ça veut dire que c'est à l'entreprise de prendre son risque et d'estimer qu'elle doit refuser de communiquer un document au risque de voir constater par l'agence une éventuelle entrave à ses pouvoirs, et donc d'avoir à s'en expliquer devant le juge pénal qui est le juge de l'entrave. La deuxième difficulté que ça a posée est celle du secret professionnel. L'agence considère que le secret professionnel ne lui est pas opposable. Pour un motif qui paraît de prime abord assez légitime, c'est-à-dire que l'agence considère qu'elle effectue des contrôles d'efficacité des plans de conformité qui lui sont présentés, et elle souhaite savoir dans quelles conditions l'entreprise a diligenté les analyses, les enquêtes, la revue lui permettant d'orienter son plan dans telle ou telle direction. Et l'agence considère que, quel que soit le professionnel qui a été amené à participer à ces analyses, fût-ce un avocat, le secret professionnel ne lui est pas opposable. Je ne suis pas nécessairement, et je ne suis pas le seul, en accord avec ce point de vue. On peut considérer que dans le cadre de son intervention, l'avocat peut être amené à donner un avis à l'entreprise sur la fiabilité, sur l'efficacité des choix qu'elle fait au regard des recommandations de l'AFA, et avoir accès à ce type de document est de nature à éventuellement l'incriminer dans le cadre de la procédure de sanction. Il me semble que la réforme de notre secret professionnel devrait à cet égard régler la question. Je crois pouvoir dire que de toute façon, le sujet ne s'est jamais présenté en ces termes dans le cadre de vos contrôles, et que mon propos est en l'état théorique. Mais il n'en demeure pas moins que votre agence a considéré que ce secret professionnel ne lui était pas opposable. Le troisième point, M. Duchesne l'a évoqué, l'agence estime qu'elle n'est pas tenue et qu'il n'est pas obligatoire pour elle de dresser des procès-verbaux des entretiens qu'elle a avec les collaborateurs de l'entreprise. Ce point a été validé par la commission des sanctions, qui l'a fait de manière, j'allais dire, pragmatique, en considérant que, d'une manière générale, il n'y avait pas d'obligation de dresser un procès verbal, mais que les situations d'espèce pouvaient le justifier, voire l'imposer. Donc c'était une réponse mi-chèvre, mi-chou. La commission des sanctions, à cet égard, ne s'est pas véritablement prononcée. Les deux derniers points que je voulais évoquer, avant de laisser la parole à Damien, et je vous laisserai le temps nécessaire, les deux derniers points que je voulais évoquer sont
les quelques enseignements qu'on peut aujourd'hui tirer des 2 seules décisions qui ont été rendues par la Commission des sanctions en 2019 et en 2020 sur les droits et obligations des entités contrôlées. Première remarque, la Commission des sanctions a considéré qu'elle devait apprécier la conformité des plans de prévention des entreprises à la date à laquelle elles statuent. Et c'était singulièrement important dans le cadre de la première espèce, puisque l'entreprise indiquait qu'entre le moment du contrôle et le moment où la Commission des sanctions a été amenée à se prononcer, elle estimait avoir apporté des améliorations à sa politique de conformité, améliorations qui ont été actées par la Commission des sanctions et qui a considéré qu'il n'y avait pas matière à sanction à cet égard. Le deuxième point, M. Duchesne l'a évoqué, mais c'est un point important dans le cadre de sa présentation. La Commission des sanctions a indiqué de manière nette, à l'occasion des 2 décisions qu'elle a rendues, qu'il appartient à l'agence d'apporter à la Commission des sanctions les éléments qui, de son point de vue, établissent que le plan de prévention de la corruption ne serait pas conforme aux prescriptions légales, et il appartient, si cette affirmation qui par hypothèse est faite puisqu'il y a une notification de grief, il appartient à l'entreprise de, soit directement auprès de la FAR, soit devant la Commission des sanctions, de justifier par des éléments qu'elle est a priori la seule à détenir, ce qui, selon elle, justifierait que son plan est effectivement conforme à l'article 17 de la loi Sapin II. Avec 2 remarques qui sont d'importance, c'est que si l'entreprise s'est conformée aux recommandations de l'agence, elle est présumée être dans les clous, à charge éventuellement pour l'agence de démontrer que ces recommandations soit n'ont pas été suivies, contrairement à ce qui est soutenu par la société, soit ont été mal suivies. À rebours, ou à contrario, plus exactement, si l'entreprise a mis en place un plan de prévention de la corruption sans suivre les recommandations de l'agence, il lui appartient de démontrer que, nonobstant le non-respect des lignes directrices et des recommandations qui ne sont qu'un référentiel non obligatoire, son plan de prévention est tout à fait efficace et conforme à la lettre et à l'esprit de la réglementation. Voilà. J'en aurais terminé de mes explications plus courtes que ce qui était prévu pour vous dire que ces sanctions, elles visent les dirigeants, mais également la personne morale. Le problème a été réglé par une décision du Conseil constitutionnel auquel la loi Sapin II a été soumise et qui est venue valider cette dualité de sanctions ou cette superposition de sanctions qui peuvent affecter tout à la fois les dirigeants et l'entreprise concernée. Damien, c'est peut-être le moment de nous faire vivre de l'intérieur le contrôle. Merci beaucoup, Frédéric. Marc, n'hésite pas à me faire signe lorsqu'il me restera 5 petites minutes. Je vais essayer de condenser au maximum ce que je voulais vous dire ce soir. Je rapproche le micro. Voilà. Donc, je suis le directeur aux affaires juridiques, risques et conformité d'un groupe de Mathieu Barre qui travaille dans le domaine de la construction, bâtiments, travaux publics et promotion immobilière, en France principalement, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, et qui a 160 ans. C'est vous dire que ce groupe est passé au travers de multiples crises, sans compter les crises militaires, mais également les crises économiques. Et incontestablement, il faut qu'on ait tous à l'esprit, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Monsieur Duchesne, le risque de corruption est un risque potentiellement létal pour les opérateurs économiques. Donc, je pense que c'est un risque qu'aujourd'hui, les entreprises se sont appropriées. Alors, pour ma part, en plus, j'ai commencé dans une petite entreprise du bâtiment qui faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis passé dans une moyenne entreprise, je suis passé par une grande entreprise du CAC 40 et aujourd'hui je travaille dans le groupe de Mathieu Barre qui effectivement est 1,8 milliard de chiffre d'affaires en 2022. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai eu l'occasion de voir le monde économique dans toute sa diversité. Les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises en France, à l'international. Et ce qui me permet de dire que je vise avant tout le
pragmatisme, c'est un mot qui revient très souvent dans mes expressions, parce que pour le praticien de terrain que je suis, je prends en compte bien sûr une loi qui est l'article 17 et qui finalement est extrêmement simple et qui même peut-être outrancièrement synthétique. Je regarde bien sûr les modes d'emploi qui sont émis par l'AFA, mais tout ça, je dois encore l'utiliser pour en faire quelque chose de concret et qui fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de la conformité d'apparence. On a largement dépassé, je pense, aujourd'hui cette idée-là qu'en faisant de la gesticulation, on sauvait les meubles. Pas du tout. Et nous devons appliquer de façon concrète ce qui se passe, non seulement dans les entreprises qui sont grandes et structurées, mais également dans les PME. Alors, comme disait Frédéric, par capillarité, les grands groupes sont soumis de jure à la loi, mais il n'empêche que les groupes supérieurs à 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires vont devoir faire des évaluations de tiers, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas soumises de jure à la loi, et vérifier quel est le risque que ces entreprises peuvent potentiellement présenter. Je reviens sur un point de départ quand même, c'est cet article 17. On a des grandes lignes, on n'a pas énormément de choses, et on est là devant un nouvel animal juridique à mes yeux. C'est-à-dire qu'on a une loi qui nous donne un objectif, qui nous laisse les moyens pour y arriver. C'est la tendance de l'histoire, je le pense, parce qu'on a la même méthode qui apparaît au travers du RGPD, au travers également... Alors, on l'avait déjà en embryon en matière d'hygiène et de sécurité, on a une obligation de sécurité de résultat, et il nous appartient à nous de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre ce résultat. On a le devoir de vigilance aussi, qui ressemble furieusement. Donc, on a quand même un... pardonnez-moi, animal juridique qui est relativement nouveau pour nous, qui sommes tous habitués à un système de droit écrit, précis. On se retrouve avec des grands principes et puis à nous de mettre le contenu. Et attention, ce contenu doit effectivement atteindre le résultat qui nous est donné. Fort bien. Fort bien, si ce n'est qu'il nous appartient de mettre en place nos règles. Et ces règles, où va-t-on aller les chercher? Alors, dans un premier temps, bien sûr, je reviens vers l'AFA. Il y a 4 ans, l'AFA, bien sûr, c'était un acronyme. Aujourd'hui, je pense que le mot AFA, l'acronyme AFA, est peut-être celui qui est le plus répandu dans toutes les conversations qu'on peut avoir ici et là. Pour certains, c'est même quelque chose qui effraie. Ben, oui, c'est normal, et il y a du contrôle. Mais c'est l'AFA qui a véritablement, je pense, donné du contenu au travers d'abord des recommandations. Recommandations qui, dit l'AFA, n'ont pas de valeur normative, c'est vrai. Mais dans les faits, ça a quand même une vraie valeur juridique. Et on n'en sort pas de cette question, est-ce que ça a valeur normative ou pas? On est obligé de dire que non. Oui, bien sûr, ça n'a pas valeur normative, ce n'est pas la loi que l'AFA peut dire. Mais il n'empêche que, de facto, les guides et les recommandations et guides, les deux, qu'émet l'AFA, sont regardés de façon extrêmement proche par les opérateurs, parce qu'on sait que le risque, c'est déjà d'être fustigé dans un rapport, ou pire, d'être devant le bureau des sanctions, et personne n'a envie d'aller faire de la jurisprudence devant les juridictions de recours. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'AFA est une institution, désormais, faible en nombre, si je comprends bien, mais c'est une institution qui fait référence dans le domaine et qui doit être prise en compte bien plus que comme un simple organe de contrôle. Le contrôle. Alors, pour en avoir échangé avec mes confrères des autres entreprises, il y a une certaine pudeur entre les entreprises. On n'aime pas trop dire qu'on fait l'objet d'un contrôle et ni comment ça se déroule, parce que bon, c'est comme ça, c'est encore un domaine et un sujet qui est relativement compliqué à aborder publiquement. Mais je ne suis le porte-parole de personne, mais il m'a
quand même semblé, au travers des échanges que j'ai pu avoir ici et là, c'est que pour un certain nombre d'entreprises, d'entités qui font l'objet du contrôle, si elles savaient comment allait se dérouler, elles ne l'auraient pas abordé de la même manière. Je veux dire que le jour où vous recevez une lettre signée du directeur de l'AFA disant « ça y est, vous êtes sous contrôle », il y a quand même c'est quelque chose là, on est bien réveillé, on se pose des tas de questions, mais pourquoi moi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est effectivement le système ou est-ce que c'est autre chose? Bon, il y a de l'inconnu, de l'incertitude et de là une certaine réserve et une certaine méfiance dans le comportement à avoir vis-à-vis de ce contrôle. Lorsque l'ensemble de ce contrôle s'est déroulé, qu'on a appris à se connaître avec les contrôleurs, on se rend compte qu'on s'est fait des nœuds au cerveau pour rien et que, de fait, on l'aurait sans doute abordé différemment, avec, je pense, plus d'ouverture, plus de confort, plus de transparence n'est pas le mot parce qu'on répond aux questions et on donne les documents, mais en tout cas on serait plus à l'aise dans les échanges qu'on peut avoir avec les contrôleurs de l'AFA. C'est dangereux de généraliser, j'imagine que chaque équipe de contrôleurs a sa personnalité, chaque entreprise également a sa façon de réagir, ce qui peut donner des situations relativement différentes, mais j'ai cru percevoir au travers des échanges que j'ai pu avoir avec mes confrères que finalement ce contrôle se transformait également en conseil. Alors, ils n'en font pas du conseil, il y a une sous-direction pour ça, et d'ailleurs les contrôleurs refusent de faire du conseil, mais il n'empêche que tout au long du contrôle, on va examiner, analyser les réactions, pourquoi tel document, pourquoi nous ont-ils dit ça, pourquoi ont-ils posé telle question, et on sent là où les contrôleurs veulent faire arriver l'entreprise dans son plan de prévention des pratiques non éthiques, et c'est une vraie vertu pédagogique. C'est-à-dire que finalement, on sent au travers de ce contrôle, là où l'agence voulait nous faire arriver, là où on a besoin de s'améliorer, mais quel dommage d'avoir à interpréter des mimiques, des réactions et tout ça. Et la thèse de ma courte présentation là maintenant, c'est de dire que la mission de contrôle de la façon, la mission de conseil serait une division artificielle, véritablement artificielle. Et je sais que beaucoup de choses ont été construites, nous savons tous que beaucoup de choses ont été construites par l'AFA depuis 4 ans, mais s'il y a une chose qui pourrait être encore à mes yeux améliorée, c'est cette mission de conseil que l'AFA peut apporter à l'occasion des contrôles ou même en dehors des missions de contrôle. Alors, je le disais, le but, ce n'est pas de demander à l'AFA de faire le plan de prévention, surtout sur les mesures les plus compliquées, qui sont l'évaluation des tiers ou le contrôle comptable, justement, mais ce serait justement d'amener l'AFA à passer de général et abstrait, pour reprendre quelques notions de droit public, et en arrivant à l'individuel et concret. Je veux dire, on a un article 17 ténu, on a un guide, des guides de l'AFA qui sont des modes d'emploi de la loi, mais il y a quand même encore un fichu écart entre ça et le point d'atterrissage où on doit arriver, c'est-à-dire un vrai système de prévention pratique, pragmatique, qui fonctionne et qui soit compréhensible par nos opérationnels. Alors bien sûr, je le redis, il ne s'agit pas de demander à l'AFA, loin de là, de faire le système de l'entreprise, ni encore moins d'en prendre la responsabilité. Mais je pense que l'AFA, en plus, a aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu au travers des contrôles, une très bonne connaissance du secteur économique, quel que soit le secteur économique, du monde économique. Je pense que ce sont des interlocuteurs également qui sont tout à fait fiables. Alors, comme disait Frédéric, on ne peut pas aller voir des prestataires extérieurs en disant purement et simplement faites-nous dites-nous quelle va être notre cartographie. Non, ça doit être bien sûr la nôtre. Parmi l'ensemble des prestataires et des conseillers qui peuvent intervenir autour du monde économique, beaucoup sont sérieux, d'autres
sont plutôt maximalistes et n'ont pas compris qu'il s'agissait de transposer des règles générales abstraites en une réalité individuelle et concrète, et qui vont continuer à nous dire quelle est la règle, le titre, la règle, pardon, le livre, le texte, sans nous amener véritablement sur le point d'atterrissage individuel et concret dont on a besoin. Donc, en un mot commençant, on a aujourd'hui évolué grandement pendant 4 ans dans la formalisation des pratiques de prévention éthique qui existent dans les entreprises. Pas se le cacher, ça existait déjà par le passé, mais de façon plus évanescente et sans certainement beaucoup moins structurée. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore aller plus loin dans cet accompagnement, que ce soit des entités publiques ou des opérateurs économiques, peu importe. Pour ça, sans doute, je ne me permettrai pas d'aller là-dedans. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la souplesse. Mais néanmoins, il y a encore un champ d'investigation qui nous permettrait d'aller plus loin dans l'objectif qui est recherché. Voilà. De cette intervention. Merci, Monsieur le Directeur, pour cet exposé clair, complet sur votre agence. Merci à Frédéric pour les aspects qu'il a bien voulu mettre en lumière, et puis merci à Damien pour cette livraison, si je puis dire, des fruits de l'expérience qui était tout à fait intéressante et pour nous tous. Nous arrivons au terme de cet exposé et au moment des questions. S'il y a des questions dans la salle, elles sont naturellement les bienvenues. François? Ah, pardon. Oui. Merci, Monsieur le Directeur, de votre remarquable présentation, ainsi que celle des autres interlocuteurs. La question que j'aimerais vous poser, l'article 40, nous le connaissons parfaitement, permettez-moi de vous le dire, notamment dans des secteurs que je connais particulièrement bien, mais quelle est votre relation et de coordination, notamment, je dirais, en premier lieu avec la Cour des comptes, en second lieu avec l'Inspection générale des finances, disons tous les corps d'État qui interviennent sur des sujets assez voisins des vôtres, ça nous intéresserait de le savoir. Oui, merci monsieur. Alors, nos relations avec la Cour des comptes, elles ont été un peu difficiles au début. Parce que nous arrivions dans un paysage institutionnel où personne ne nous attendait et où personne n'avait vraiment envie de nous laisser prendre une place, si vous voulez. Je le dis sans embâche parce que c'est une réalité. Et la première chose que j'ai faite en arrivant dans l'agence, j'avais quelques agents autour de moi et j'ai mis mon pied par terre et j'ai fait ça. Et je leur ai dit, c'est comme ça qu'il faut que vous placiez votre empreinte, sinon vous n'existerez jamais. Et c'était la réalité, si vous voulez, parce que finalement, on se demandait bien ce que nous allions faire et si nous n'allions pas prendre le pain de la bouche des autres. Nous n'avons pas été forcément très bien accueillis non plus par un milieu qui me connaît pourtant bien, qui est celui de la justice judiciaire, où peut-être le parquet national financier pensait qu'on allait lui voler les dossiers. Alors, on a expliqué, on a eu du mal à convaincre au début, mais aujourd'hui, c'est chose faite. On a expliqué que dans le meilleur des cas, on pouvait être un bon pourvoyeur pour ce qui concerne la justice judiciaire. Et j'ai eu à cœur d'afficher, parce que je savais que nous étions regardés de l'extérieur, j'ai eu à cœur d'afficher une action commune, déterminée avec les autres institutions et en particulier avec le parquet national financier. Avec la Cour des comptes, les choses se sont assez bien passées dès le départ avec le parquet général près la Cour des comptes qui a compris ce que nous faisions et qui a décidé de nous intégrer dans sa réflexion et dans la réflexion des juridictions financières et qui a de suite pris par voie de recommandation un certain nombre de mesures pour essayer d'articuler
notre action avec celle des juridictions financières. Mais il y a eu par ça et là quelques petits accrochages au début, parce que nous avons fait des contrôles qui suivaient des contrôles faits par les juridictions financières, où nos conclusions n'étaient pas toujours exactement les mêmes. Bon, des problèmes de réglage qui se sont rapidement résolus. Et nous avons même signé un certain nombre de conventions avec des corps d'inspection, alors pas avec l'IGF en l'occurrence, mais nous avons une convention avec l'IGA, avec l'IGAS, avec un certain nombre de corps d'inspection. Et nous avons l'habitude, je vous le dis parce qu'il n'y a pas de raison de le cacher, je suis libre de la programmation de mes contrôles, et je n'ai pas à m'inféoder à qui que ce soit, ce serait d'ailleurs une faute que de le faire, puisque la loi me demande d'être indépendant dans ce domaine. Pour autant, j'informe à la fois la Cour des comptes et le parquet national financier, et même les parquets territoriaux quand ça les concerne, des contrôles que je lance, de façon à ce qu'il puisse y avoir, s'il y a la moindre difficulté, un échange entre nous, de façon à éviter les difficultés. Nous avons également des relations avec le Conseil général économique et financier. Nous avons essayé de nous inscrire le plus possible dans le paysage institutionnel. Merci beaucoup. Vous m'entendez? D'accord. Oui, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour ces 3 interventions passionnantes. Et il se trouve que je suis professeur de droit public et directeur de la chaire de droit des contrats publics. Et dans ce cadre, on est en train de réaliser des enquêtes de terrain sur le thème prévention de la corruption et contrats publics. Et je voulais juste vous faire part de 2 interrogations à la suite de ces enquêtes de terrain. Je pense que ça s'adresse plutôt à M. Duchesne, qui concerne la question de savoir effectivement comment adapter surtout les recommandations et les guides aux différentes entreprises concernées. Et alors j'ai cru comprendre que vous envisagiez d'adapter secteur par secteur, ce qui me paraît être une bonne chose, hein, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il semblerait aussi qu'il y a une petite question qui se pose en termes d'effet de seuil, c'est-à-dire qu'au-delà du seuil, pour les entreprises qui sont juste au-dessus du seuil d'éligibilité à l'article 17, il y a quand même des problématiques de mise en œuvre de ces recommandations, peut-être plus importantes que dans le cadre de grands groupes qui sont soumis également à cet article 17. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une sorte de guide, comme vous l'avez fait pour les PME et ETI, mais adapté aux entreprises juste au-dessus du seuil. Puis la deuxième question, elle est très problématique, et je crois que Damien Goubeau pourrait en témoigner, c'est la question de l'évaluation des tiers publics. C'est-à-dire que pour des entreprises, il est évidemment très délicat de procéder à des évaluations de tiers en la personne de personnes publiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas là tout simplement envisager peut-être un modèle de questions, de questionnaire plus exactement, fait par l'AFA, qui permettrait de mieux légitimiser ces évaluations des tiers qui sont un peu délicates d'après ce que j'ai cru comprendre pour les entreprises s'agissant des tiers publics. Puis une dernière remarque, ce n'est pas une question, je trouve juste un petit peu dommage la dénomination l'AFA, même si elle est rentrée dans le langage commun, dans la mesure où elle est un petit peu réductrice, puisqu'on sait très bien qu'on ne parle pas que de l'anticorruption, on parle de toutes les atteintes à la probité. Alors je reconnais que Agence française des atteintes à la probité, ce serait peut-être un peu moins visible, mais enfin voilà, je tire l'attention juste sur cet aspect-là, puisqu'il y a évidemment le délit de favoritisme, prise illégale d'intérêt, etc., etc. Merci. Peut-être le plus simple. Entre ma réputation surfaite et le nom excessif donné à cette agence, ça ne nous a pas forcément beaucoup servi. Parce qu'on s'imaginait que
on allait tout casser, alors que notre idée n'était pas celle-là, même si parfois il faut aussi savoir casser. Et notre nom n'est pas forcément tout à fait révélateur de nos missions, mais enfin bon, il a eu au moins parfois le mérite de faire peur, mais ça nous a parfois desservi. Alors pour ce qui concerne les guides, un guide pour les entreprises qui serait juste au seuil, bon, d'abord, je vais vous dire, les entreprises qui sont juste au seuil, elles ont moins de risques d'être contrôlées que celles qui sont très au-delà des seuils, parce que forcément, bon, sauf dénonciation, parce que ça arrive, on peut avoir parfois une information qui nous dise telle entreprise fait telle ou telle chose. Alors c'est rarissime, si vous voulez, hein, parce que soit l'information elle est sérieuse, à ce moment-là on la donne au parquet national financier ou à je ne sais quel procureur qui traite ça sur un plan pénal, soit elle n'est pas très solide et j'allais dire on ne va pas se déplacer pour ça. Donc plus sérieusement, nous on a été un peu critiqués pour une forme de schizophrénie selon certains. Moi je ne trouve pas que ce soit schizophrène, je trouve que c'était au contraire tout à fait éducatif, mais certains disaient mais comment pouvez-vous exercer des missions de conseil et des missions de contrôle? Je dis c'est tout le système éducatif qui est basé là-dessus, hein. On enseigne, on donne les bonnes méthodes, on aide, on montre, on répète, un peu plus pour ceux qui ne comprennent pas très vite, et puis au bout du compte on fait un contrôle et puis on tape sur les doigts. Enfin je veux dire, on n'a rien inventé. Bon, il y en a qui disaient qu'on était schizophrène. C'est vrai qu'on s'interdit de conseiller et de contrôler en même temps une entreprise et qu'on va laisser passer une espèce de délai de viduité, si vous voulez, entre les deux. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce qu'il y a des entreprises et des collectivités territoriales en particulier qui auraient la tentation de nous demander du conseil au moment où elles estiment qu'un contrôle pourrait être un peu dangereux. Donc, si vous voulez, on n'est pas complètement naïf non plus. La réalité, c'est qu'on a essayé un peu de répartir nos compétences, si je puis dire, au sein même de l'agence. Et aujourd'hui, le contrôle, il est vraiment axé sur les grandes entreprises. Et puis nos capacités de contrôle sont telles qu'on en a encore sans doute pour un certain temps. Tandis que le contrôle va s'adresser peut-être de façon, je ne veux pas dire de préférence, mais plus facilement aux entreprises plus petites qu'on n'aura pas forcément l'idée d'aller contrôler, en tout cas pas d'aller contrôler de suite. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un guide, si vous voulez? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus que ce qu'on a mis pour les PME ou les ETI? C'est assez difficile de faire le dosage. Sur l'évaluation des tiers publics, je suis sans doute moins compétent que M. Roubaud pour vous répondre, parce que finalement, nous, on a une vision un peu théorique des choses, mais je conçois bien que ce n'est pas forcément très simple d'aller poser certaines questions à certaines administrations, et pourtant, je dois vous dire qu'il faudrait les poser parce qu'on est parfois surpris et on est surpris souvent par, comment dire, le manque de prise en compte par certaines administrations des textes et des lois qui sont pourtant votés par la République, si vous voulez. Alors, il n'y a pas de critique derrière mon propos, parce que les administrations sont comme les entreprises, elles s'attachent d'abord à accomplir leur cœur de métier, et puis elles font parfois passer un certain nombre de choses au second plan, mais c'est très important. Et monsieur, vous me demandiez tout à l'heure quelle collaboration on avait avec certaines institutions. On a par exemple une collaboration avec le comité d'harmonisation de l'audit interne de l'État. Vous voyez, on essaie de réfléchir ensemble aux règles qu'on peut appliquer. Mais je vous laisse répondre sur la question de l'évaluation des tiers publics. Alors, effectivement, c'est un sujet particulièrement délicat et plus que délicat. Il faut partir du principe, bien sûr, qu'une entreprise ou un opérateur économique, pour vivre, a besoin de contrats, de marchés de travaux. Et c'est la condition sine qua non pour faire vivre tout le microcosme économique des salariés, bien sûr, des fournisseurs, des sous-traitants, etc., etc. On sait aujourd'hui qu'effectivement, du côté dans le monde public, bon,
partout, ça n'a pas été nécessairement mis en œuvre avec toute la diligence nécessaire. Que vais-je devenir si jamais je pose la question à un maître d'ouvrage public de savoir où il en est en termes d'application de l'article 17 de la loi Sapin et que je sais pertinemment que la réponse sera pas bonne. Alors là, c'est pour le coup peut-être la FA ou d'autres autorités qui me tomberaient dessus, mais effectivement, je ne vous cache pas, c'est pour moi une situation particulièrement inconfortable. Et je ne peux pas me permettre de dire, puisque tel maître d'ouvrage ne m'a pas répondu, je ne vais pas soumissionner à son marché. Ce n'est pas envisageable non plus. Donc, pour vous dire, je me sens malheureusement démuni sur cette situation-là. Je sais qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été faites pour que l'ensemble du monde économique privé soit bien embarqué dans ce mouvement de la loi Sapin. Je compte un petit peu, j'ai peur de ne pas donner une réponse qui soit tout à fait orthodoxe, mais je compte un peu sur le temps pour qu'une fois que les choses seront enclenchées, je puisse, dans la foulée, commencer à faire mes évaluations de façon beaucoup plus sereine et construite. Parce qu'aujourd'hui, poser la question pour avoir une réponse qui serait médiocre, ça ne va pas être bon. Et qui vous imposerait de refuser, du coup. Dernière question peut-être au fond de la salle. Et pardon, il faut que vous preniez le micro extérieur. Et je me demande où est l'état de droit, finalement, dans le contrôle, puisque c'est vous qui avez défini vos propres règles de procédure. Et c'est même vous qui allez définir qui est-ce que je vais contrôler aujourd'hui. Et quelque chose sur les pour et contre, on a un vrai dysfonctionnement de l'État, puisqu'on a les pour et contre régionales, puisqu'on a pour contrôler les comptabilités publiques territoriales, et vous venez par-dessus, comme si on avait suffisamment de moyens en France aujourd'hui, pour bien contrôler le travail éventuellement ou les absences de contrôle de la Cour des comptes. Donc moi, je suis très inquiet devant cette façon d'agir aujourd'hui. Vous êtes peut-être une grande moralité, je ne conteste pas, mais où est la sécurité juridique? Moi, je me pose la question, franchement, avec toujours une menace. Si c'est pas bien, le juge judiciaire est une menace. Si vous n'avez pas bien répondu, on a des 100 à cette question, il faut 812 heures, je crois, de travail, ou plus que vous avez dit, 800 documents à retrouver. Tout ça, ça a un coût quand même. Et puis c'est par capillarité que ça fonctionne. Entreprise qui sera, elle, vraiment évacuée depuis le système économique, parce qu'elle n'aura pas les moyens de répondre à toutes ces questions de moralité publique. Alors qu'elle n'a pas la volonté d'être un instrument de la corruption. Écoutez, je ne sais pas quoi répondre. Vous avez oublié quelque chose dans la comparaison avec Christophe Colomb, c'est que pour finir, il faut dire qu'il le fait en plus avec le pognon des autres. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il va, et il le fait avec le pognon des autres. Bon. Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment d'être hors la loi. Quand je dis qu'on a tout construit, ben, c'est comme toutes les institutions, sauf que nous avons le privilège ou la malchance d'être récents. Je pense que l'institution judiciaire, je pense que la Cour des comptes, je pense que la Cour de cassation, je pense que le Conseil d'État, quand ils ont été mis en place, il a fallu qu'ils inventent un certain nombre de méthodes qu'aujourd'hui personne ne conteste dès lors qu'elles s'inscrivent dans les principes qui gouvernent notre droit. Et je ne pense pas que nous ayons commis quoi que ce soit qui ne s'inscrive pas dans les principes fondateurs de notre droit. Et si c'est le cas, ben, il appartient à vous-même et à tous ceux qui nous entourent de nous le dire et éventuellement de contester ce que nous faisons. Et ça arrive parfois et on accepte volontiers la contestation. Lorsqu'on nous a dit dans la loi qu'on pouvait contrôler et qu'on nous a dit ce que l'on devait contrôler, eh bien, il a bien fallu qu'on définisse une méthode pour le faire. Alors on s'est inspiré de ce que nous connaissions, comme j'avais des gens qui venaient de la Cour des comptes et ils ont apporté leur culture, d'autres venaient de chambres régionales, territoriales des comptes, ils ont apporté leur culture, d'autres venaient de la Direction générale des finances publiques, de la police, de la gendarmerie, de la justice, tout le monde a apporté sa méthode et nous avons essayé d'en créer une qui corresponde à notre besoin
Et j'allais dire que nos méthodes peuvent être contestées. Tout à l'heure, Maître, vous disiez que notre charte du contrôlé n'était pas, à votre avis, suffisante. Eh bien, moi, je suis prêt à la faire évoluer, à l'améliorer si besoin est, mais je ne crois pas que nous soyons un véritable danger pour l'état de droit. Il y a forcément... Ce n'est pas le terme que j'ai utilisé. Oui, non, pas du tout, mais c'est pas pour ce qui vous concerne vous, mais non, je disais simplement que vous faisiez cette observation que peut-être notre charte n'était pas suffisamment détaillée ou complète. Ben, c'est possible et je suis prêt à l'entendre et nous faisons évoluer nos méthodes. La commission des sanctions peut, elle aussi, à un moment ou à un autre, apporter son point de vue sur nos méthodes et, le cas échéant, les critiquer. Ces décisions sont susceptibles de recours dans le tribunal administratif. Moi, je me suis posé, monsieur, une question beaucoup plus simple. Mais c'est la remise en cause de tout le système. C'est comment peut-on faire supporter aux entreprises le rôle de faire leur propre police? Je pense que c'est ça la question. C'est pas notre pratique. Notre pratique, elle est pas vraiment révolutionnaire. On applique des méthodes qui sont tout à fait classiques. Lorsqu'il s'est agi de faire des rapports de contrôle, on s'est dit on fait comment? On s'est inspiré des méthodes de la Cour des comptes. On a fait un rapport provisoire qu'on notifie aux parties. La loi prévoit, ou le décret, qu'on doit leur laisser un délai de 2 mois pour faire leurs observations. Ce que l'on fait, on a rajouté à ça en disant, bien, on va offrir à l'instance dirigeante la possibilité de rencontrer l'agence ou son directeur de façon à dialoguer, ce qui est d'ailleurs tout à fait utile. C'est une méthode qu'on a instaurée au-delà de la loi, mais qui nous a paru être une garantie, et je me réjouis que nous l'ayons fait. Et notre but n'est certainement pas de priver les gens de droit ou de mettre en place des procédures arbitraires. Je crois qu'on nous arrêterait si c'était le cas. Mais c'est un peu inhérent à la création d'un service, si vous voulez, un service dont les missions sont nouvelles et qui ne sont reprises de personne. Et lorsqu'elles ressemblent à celles d'autres institutions, on a essayé de s'en inspirer. On a beaucoup regardé ce que faisaient en particulier les juridictions financières et puis également les juridictions judiciaires. Et puis, pour en terminer, vous répondez à une mission qui vous a été confiée par la loi, donc votre socle est légal. Je pense que nous arrivons au terme de cette conférence qui a été passionnante, qui a été riche de multiples enseignements. Il me reste, pour en terminer, à remercier à nouveau les intervenants de cette conférence, à vous remercier, vous présents dans la salle, de votre présence aujourd'hui malgré les contraintes sanitaires, de remercier aussi ceux qui nous suivent à distance et puis de vous dire un mot sur nos prochaines manifestations et de vous les rappeler, puisque nous nous retrouverons ici le 14 mars pour une conférence qui sera traitée sur le droit des startups et que nous nous retrouverons les 25 et 26 mars à Deauville pour notre colloque annuel consacré au droit des procédures collectives sous la direction scientifique du professeur Roussel-Gall et avec de nombreux et passionnants intervenants. Donc merci beaucoup pour tous et simplement un mot de recommandation. Contraintes sanitaires obligent, vous ne retrouverez pas malheureusement à l'issue notre cocktail traditionnel, ce sera pour la prochaine fois, enfin je l'espère en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Et je vous recommande de sortir selon les indications. C'est bon, la lumière est revenue, la lumière avait disparu dans le hall, donc vous pouvez ressortir par le grand hall. Merci et à très bientôt, 14 mars. Merci.